La France brûle. Depuis 1337, la guerre de 100 ans dévore le royaume, village par village, bataille par bataille. En 1415, à Azincourt, Henri V d'Angleterre a écrasé l'armée française dans une bataille devenue légendaire. Les archers anglais ont transformé la fine fleur de la chevalerie française en un tapis de cadavres embourbés. Cette victoire a ouvert la route de la conquête. Le traité de Troyes de 1420 a officialisé l'humiliation française. Charles VI le Fou, le roi dément qui alterne entre lucidité et folie, a déshérité son propre fils, le dauphin Charles. Henri V d'Angleterre épouse Catherine de Valois, la fille de Charles VI, et devient héritier du trône de France. À la mort du vieux roi fou, Henri portera les 2 couronnes. Mais le dauphin refuse. Déclaré bâtard et traître, il se replie au sud de la Loire et continue la lutte. Ses partisans, les Armagnacs, contrôlent encore des forteresses cruciales autour de Paris. La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons déchire la France depuis des années. Les Bourguignons s'allient à l'Angleterre après l'assassinat de leur duc Jean sans Peur en 1419 sur le pont de Montereau. Le dauphin, Charles a commandité ce meurtre, scellant ainsi sa propre perte. Paris affame, les routes commerciales sont coupées, le blé n'arrive plus, les prix explosent, la capitale survit à peine. Et à 50 km à l'est, sur les rives de la Marne, se dresse Meaux, la forteresse qui étrangle la ville. Meaux contrôle la vallée de la Marne, cette artère fluviale vitale qui approvisionne Paris en vin, grains et matériaux de construction. Depuis 4 ans, la garnison dauphiniste de Meaux terrorise la région, pille les convois, rançonne les marchands. Celui qui tient Meaux tient Paris à la gorge. Henri V le sait, le dauphin Charles aussi. Juin 1421. Henri V débarque en France avec 4000 hommes frais d'Angleterre. Il a 34 ans, 9 ans de règne derrière lui. Une ambition dévorante. La double couronne de France et d'Angleterre à portée de main. Il fonce immédiatement secourir le duc d'Exeter à Paris, menacé par les forces dauphinistes basées à Dreux, Meaux et Joigny. Le roi anglais prend Dreux facilement en juillet, puis il descend vers le sud, capture Vendôme et Beaugency. Il marche sur Orléans, mais n'a pas assez de provisions pour assiéger une ville si grande et bien défendue. Après 3 jours, il repart vers le nord et prend Villeneuve-le-Roi fin septembre. Cette campagne coûte 4000 hommes à Henri. La famine et les épidémies déciment ses rangs plus sûrement que le combat. À peine revenu à Paris, Henri repart, cette fois avec 20 000 hommes. Destination, Meaux, la plus importante place forte dauphiniste encore tenue autour de la capitale. Il ne peut pas laisser cette épine dans son flanc. Meaux doit tomber, quel qu'en soit le prix. Le 6 octobre 1421, l'armée anglaise arrive devant Meaux. Les soldats sont épuisés par des semaines de marche. Beaucoup sont malades. La dysenterie court dans les rangs, la variole aussi. Mais Henri refuse tout retard. Le siège commence immédiatement. Meaux n'est pas une ville ordinaire. La Marne dessine une large boucle autour d'elle, créant une défense naturelle redoutable. La cité se divise en 2 parties, séparées par le fleuve. Sur la rive nord, la vieille ville s'abrite derrière d'épaisses murailles romaines. C'est le quartier bourgeois, avec ses maisons à colombages, ses églises, ses places de marché. Sur la rive sud, dans la boucle même du fleuve, le marché forme une citadelle compacte et puissamment fortifiée. 3 côtés protégés par l'eau courante de la Marne, le 4e par un canal creusé de main d'homme. Un seul pont de pierre relie les 2 sections de la ville. Détruisez ce pont et le marché devient une île imprenable. La garnison compte environ 1000 soldats, des vétérans endurcis, fidèles au dauphin, mais pas que des Français. Des déserteurs anglais ont rejoint leur rang, des Irlandais aussi. Ces hommes savent qu'aucune pitié ne les attend s'ils tombent aux mains d'Henri V. Déserter l'armée royale anglaise se paie de la corde. Ils n'ont qu'un choix, vaincre ou mourir. 3 hommes commandent cette garnison. Officiellement, Guichard de Chissay dirige la défense. Capitaine brave et compétent, il coordonne les opérations militaires. Louis de Gast, le bailli dauphiniste de Meaux, gère l'administration et les approvisionnements. Mais le véritable maître des lieux, celui dont le nom seul fait trembler toute la Brie, c'est le bâtard de Vorus. Le bâtard de Vorus n'est pas un noble de vieille souche, c'est un bâtard, un fils illégitime, un homme qui a tout gagné par l'épée et la terreur. Depuis 4 ans, il règne sur Meaux et sa région comme un tyran sanguinaire.
son cousin Denis de Vorus l'aide dans ses entreprises brutales. Leur méthode est simple et efficace. Ils lancent des raids dans la campagne environnante, capturent des paysans, des marchands, des voyageurs, exigent des rançons. Ceux qui paient, vivent. Ceux qui ne peuvent pas payer, meurent, et pas n'importe comment. À 1 kilomètre des murs de Meaux se dresse un grand orme. Les habitants l'appellent l'arbre de Vorus. En octobre 1421, quand Henri V arrive, 80 cadavres pendent à ses branches. 80 hommes exécutés là, un par un, sur ordre du bâtard. Le vent fait tourner les corps. Les corbeaux leur arrachent les yeux. L'odeur de pourriture porte jusqu'aux remparts. Vorus a fait de cet arbre son échafaud personnel. Il y amène ses prisonniers, les fait pendre lentement pour que l'agonie dure. Parfois, il libère quelqu'un à la dernière seconde, si la rançon arrive juste à temps. Le plus souvent, la corde se resserre et un nouveau cadavre rejoint la macabre collection. Les chroniqueurs rapportent des histoires terrifiantes. Un jour, les hommes de Vorus capturent un jeune paysan dans son champ. Ils le ramènent à Meaux et le torturent pour qu'il révèle où sa famille cache son argent. Le jeune homme tient bon. Alors Vorus le fait pendre. Sa femme, enceinte de 8 mois, rassemble tout ce qu'elle peut. Elle arrive avec la rançon. Trop tard, son mari se balance déjà à l'arbre. Folle de douleur, elle insulte Vorus. Elle le traite de monstre, de démon, de tueur d'innocents. Erreur fatale. On ne défie pas le bâtard de Vorus impunément. Il ordonne qu'on l'attache à l'orme, vivante, qu'on la laisse là toute la nuit. La femme accouche dans l'obscurité, seule, attachée à l'arbre de mort. Ses cris de douleur se transforment en cris de terreur quand les loups arrivent, attirés par l'odeur du sang. Au matin, il ne reste que des os. La mère et le nouveau-né dévorés. Cette histoire circule dans toute la région, vraie ou fausse, peu importe. Les gens y croient, et c'est exactement ce que Vorus veut. La terreur est son arme la plus puissante. Elle paralyse ses ennemis, brise leur volonté de résister. Quand les paysans voient les hommes de Vorus arriver, ils paient sans discuter. Ils donnent tout. Mieux vaut la ruine que l'arbre. Les Parisiens détestent Vorus. Ces raids attaquent les convois qui tentent d'approvisionner la capitale. Ils pillent les marchands, brûlent les chariots. Paris affame en partie à cause de lui. Quand la nouvelle arrive qu'Henri V assiège Meaux, beaucoup de Parisiens se réjouissent secrètement que l'Anglais détruise ce nid de brigands, qu'il pende Vorus à son propre arbre. Henri V étudie Meaux pendant des jours avant d'agir. Il fait le tour complet de la ville, note chaque point fort, chaque faiblesse. Il observe le cours de la Marne, la hauteur des murailles, l'emplacement des portes. Puis, il élabore son plan. Il divise son armée en 4 divisions, une à l'est, une à l'ouest, une au nord, une au sud. L'encerclement complet. Aucune sortie possible. Aucun convoi de ravitaillement ne passera. Meaux mourra de faim. Le comte de Warwick, l'un des meilleurs capitaines d'Henri, commande la division sud, sur l'autre rive de la Marne. Pour permettre la communication entre les divisions, Henri ordonne la construction d'un pont de ponton. Des bateaux ancrés côte à côte, reliés par des planches. Fragiles mais fonctionnels. Le quartier général royal s'installe à l'abbaye de Saint-Faron, à environ 1 kilomètre des murailles. Assez loin pour être à l'abri d'une sortie surprise, assez près pour superviser les opérations. Henri fait construire des huttes et des abris pour ses hommes. L'hiver approche. Ses soldats auront besoin de protection contre le froid. Des tranchées encerclent la ville. Profonde de 2 mètres, elles protègent les assiégeants contre les sorties de la garnison. Les soldats y vivent, y dorment, y montent la garde. La boue s'accumule au fond, l'eau suinte des parois. Les canons arrivent de Paris par bateau, remontant la Marne. Henri en veut le plus possible, des bombardes massives, capables de lancer des boulets de pierre de 100 kilos. Des culverines plus petites et mobiles, des serpentines pour la défense rapprochée. Chaque jour, de nouveaux canons débarquent et prennent position. Le transport des plus gros canons pose problème. Certains pèsent plusieurs tonnes. Il faut des chars tirés par 8 bœufs pour les amener des bateaux jusqu'aux lignes de siège. Une fois en place, on les monte dans des cadres de tir en bois massif, construits spécialement pour absorber le recul. L'artillerie médiévale reste primitive. Les tubes des canons sont rarement droits. La poudre se mélange grossièrement. Les explosions ratées sont fréquentes. Parfois, un canon explose, tuant son équipage. Mais à courte portée, une salve de boulets de pierre brise les murailles, fracasse les toits, terrorise les défenseurs. Henri concentre son feu sur des sections précises des murs.
Il veut créer des brèches, pas simplement endommager au hasard. Ses artilleurs travaillent méthodiquement, pilonnant les mêmes points jour après jour. Les pierres s'effritent, les mortiers s'émiettent, les fissures s'élargissent. Pendant ce temps, des sapeurs creusent. Des mines sous les murailles. Ils travaillent dans des tunnels étroits, à la lueur de torches fumeuses. L'air manque. La terre s'effondre parfois, ensevelissant les mineurs vivants. Mais ils continuent. Quand le tunnel atteint les fondations d'une tour, ils y entassent du bois et y mettent le feu. Les fondations s'affaissent. La tour s'écroule. Octobre passe. Novembre arrive. Le siège s'installe dans une routine mortelle. Chaque jour se ressemble. L'aube se lève sur les tranchées boueuses. Les canons ouvrent le feu. Boum, boum, boum. Le martèlement régulier des bombardes. Les boulets s'écrasent contre les murailles dans un nuage de poussière. À l'intérieur de Meaux, la garnison travaille tout aussi dur. La nuit, quand les canons anglais se taisent, les défenseurs sortent réparer les dégâts. Ils comblent les brèches avec des pierres, des poutres, n'importe quoi. Ils reconstruisent ce que les Anglais détruisent. C'est un combat sans fin. La garnison lance des sorties pour harceler les assiégeants. Des groupes de 20, 30 hommes jaillissent d'une porte, attaquent une position anglaise, tuent quelques soldats, puis se replient avant que les renforts n'arrivent. Ça ne change rien à l'issue du siège, mais ça maintient le moral. Ça prouve qu'ils ne sont pas encore vaincus. Les assiégeants souffrent terriblement. Ils vivent dans la boue, dorment dans des tranchées gorgées d'eau, mangeant de la nourriture avariée. Les maladies se propagent rapidement. La dysenterie frappe en premier. Les hommes chinent du sang, se vident de leur force. Certains meurent en quelques jours. D'autres agonisent pendant des semaines. La variole suit. Les pustules couvrent les visages. Les fièvres brûlent les cerveaux. Les soldats délirent, crient dans leur sommeil. 1 sur 16 mourra de maladie avant la fin du siège. C'est le tribut normal d'un siège médiéval. On perd plus d'hommes par la maladie que par le combat. Henri lui-même tombe malade en novembre. On fait venir un médecin de Paris. Les détails de sa maladie restent inconnus, mais il se remet en quelques jours. Pas assez vite au goût de certains capitaines qui lui conseillent d'abandonner le siège. Impossible de tenir dans ces conditions. Mieux vaut se replier sur Paris, attendre le printemps, revenir avec une armée fraîche. Henri refuse net. Il a investi trop de temps, trop d'hommes, trop de prestige dans ce siège. Abandonner maintenant serait admettre la défaite. Les autres garnisons dauphinistes prendraient courage. Paris perdrait espoir. Non, Meaux tombera. Même si ça prend 1 an, même si ça coûte 10 000 hommes. Pour renforcer ses troupes, Henri contemple l'embauche de mercenaires. Des Allemands, peut-être, ou des Portugais. Des hommes qui se battent pour l'argent, pas pour une cause. Ils sont chers mais efficaces. Henri envoie des messagers pour négocier. À l'intérieur de Meaux, la situation se détériore également. Les réserves de nourriture diminuent, le grain se fait rare. On rationne le pain, chaque soldat reçoit une demi-miche par jour. Les bourgeois ont encore moins. Les enfants pleurent de faim. Le bâtard de Vorus maintient la discipline par la terreur. Un soldat surpris à voler de la nourriture est pendu immédiatement. Un bourgeois qui se plaint trop fort disparaît mystérieusement. Vorus ne tolère aucune faiblesse, aucun défaitisme. Meaux résistera jusqu'au bout. Décembre transforme le siège en cauchemar. Le froid s'abat sur la région comme une malédiction. Les températures plongent sous zéro, la pluie tombe sans arrêt. Pendant des jours, des semaines, le ciel déverse des trombes d'eau. La Marne déborde. Le fleuve sort de son lit, inonde les rives. L'eau monte encore. Elle emporte le pont de ponton qu'Henri avait fait construire. Les planches se brisent. Les bateaux dérivent. En quelques heures, Warwick et sa division se retrouvent isolés sur l'autre rive. La garnison profite immédiatement de cette faiblesse. Elle lance des sorties en bateau, attaquant les positions de Warwick par la rivière. Les défenseurs glissent silencieusement sur l'eau dans l'obscurité, débarquent soudainement, massacrent les sentinelles anglaises, puis repartent avant l'aube. Warwick perd des dizaines d'hommes dans ses raids nocturnes. Henri ordonne la construction d'un nouveau pont, plus solide, mieux ancré. Mais le travail prend des semaines. Pendant ce temps, ces soldats gèlent dans leurs tranchées. L'eau monte jusqu'aux chevilles, aux genoux. Les hommes ont les pieds qui pourrissent. La gangrène s'installe. On ampute des orteils, des pieds entiers. La nourriture manque. Les convois de ravitaillement de Paris arrivent irrégulièrement. Quand ils arrivent, les tempêtes bloquent les routes. Les rivières inondées coupent les passages. Les soldats anglais ont faim. Ils mangent ce qu'ils trouvent. Du pain moisi, de la viande avariée. Certains chassent les rats dans les tranchées. Les officiers conseillent de nouveau à Henri d'abandonner. C'est de la folie de continuer dans ces conditions. L'armée se désintègre. Les hommes meurent par dizaines chaque jour. Aucune ville ne vaut un tel prix. Henri ne veut rien entendre. Par la seule force de sa volonté, il maintient le siège. Il passe ses journées dans les tranchées avec ses hommes.
Ils partagent leurs souffrances. Il dort dans la boue comme eux. Il mange les mêmes rations misérables. Sa présence empêche l'effondrement du moral. Le roi travaille aussi sur autre chose. L'administration ne s'arrête jamais, même pendant un siège. Depuis son quartier général à Saint-Pharon, Henri expédie un flot constant d'édits, d'ordonnances, de lettres. Il répond aux pétitions venant d'Angleterre. Il gère les affaires du royaume. Il commande des munitions, de la nourriture, des renforts. Une lettre du 18 mars 1422 illustre son attention aux détails. Nous vous ordonnons et vous chargeons de nous envoyer à notre trésorier à Rouen, dans toute la hâte possible, tous les boulets de pierre qui se trouvent dans nos villes de Caen et Harfleur, avec tout le salpêtre, le charbon et le soufre qui est à Harfleur. Chaque boulet compte. Chaque livre de poudre peut faire la différence. Les soldats anglais pillent à toute l'abri pour survivre. Ils brûlent les villages, volent les récoltes, tuent les paysans qui résistent. La région devient un désert. Un chroniqueur parisien note « Les hommes du roi d'Angleterre pillèrent toute la brie et quelle que soit la dureté des paysans, ils ne purent rien y faire. À Paris, la souffrance atteint des sommets. La ville manque de tout. Le blé n'arrive plus, bloqué à Meaux. Le vin se fait rare. Le bois de chauffage coûte une fortune. Les pauvres meurent de froid et de faim dans les rues. » Le bourgeois de Paris écrit « Dieu sait combien les pauvres souffrèrent du froid et de la faim. » Partout dans la capitale, on entendait les gens crier « Hélas, hélas, très doux Dieu vivant, quand vas-tu mettre fin pour nous à cette cruelle misère, à cette misérable existence, à cette guerre maudite ?» Le 6 décembre 1421, au milieu de cet enfer, une nouvelle parvient à Henri. La reine Catherine a accouché à Windsor. Un garçon, un héritier. Le futur Henri VI. Dans tout le royaume d'Angleterre, c'est l'explosion de joie. Des feux de joie s'allument dans chaque village. Les cloches sonnent dans chaque église. À Meaux, dans les tranchées boueuses, les soldats anglais poussent des acclamations. Ils ont un héritier. La dynastie est assurée. Leur roi tiendra les deux couronnes, d'Angleterre et de France. Et son fils après lui. L'avenir semble radieux. Henri voit dans cette naissance la main de Dieu. La providence le bénit. Dieu approuve sa guerre, sa conquête, son ambition. Comment pourrait-il échouer maintenant? Il redouble de détermination. Meaux tombera pour son fils, pour son héritage, pour l'empire qu'il bâtit. Mais Henri ne sait pas encore que ce fils, Henri VI, héritera du sang malade des Valois. La folie de Charles VI coulera dans ses veines. Le bébé qui vient de naître deviendra un roi fou, incapable de régner, perdant tout ce que son père a conquis. L'empire s'écroulera en une génération. Pour l'instant, Henri savoure sa joie. Il ordonne des célébrations dans le camp, des rations supplémentaires pour les hommes. Du vin pour tous, une journée de repos, puis le siège reprend. Les canons tonnent de nouveau. Les sapeurs creusent. Les soldats meurent. À l'intérieur de Meaux, la garnison résiste toujours, malgré la faim, malgré le froid, malgré les bombardements incessants. Les défenseurs savent qu'aucune pitié ne les attend. Alors ils se battent avec l'énergie du désespoir. Ils développent même un sens de l'humour noir. Un matin de janvier 1422, des soldats amènent un âne sur les remparts. Ils le battent sauvagement jusqu'à ce qu'il se mette à braire. Puis ils crient aux Anglais en bas « Voilà votre roi !» Écoutez-le chanter. Les défenseurs explosent de rire. L'insulte se répand dans toute la ville. Les bourgeois rient dans les rues. Pour un moment, ils oublient la faim et le froid. En bas, dans les tranchées, les soldats anglais entendent. Ils lèvent les yeux vers les remparts, voient l'âne, entendent les rires. La rage les saisit. Insulter leur roi, comparer Henri V à un âne. C'est un crime de lèse-majesté. Henri lui-même assiste à la scène. Son visage reste impassible, mais ses yeux se durcissent. Il note mentalement. Ceux qui ont fait ça paieront. Quand la ville tombera, et elle tombera, ils paieront très cher. Un trompette nommé Horace devient le bourreau officieux d'Henri. Chaque fois que le roi inspecte les lignes de siège, Horace apparaît sur les remparts. Il porte son corps à ses lèvres et souffle un air horriblement irritant. Toujours le même, une mélodie moqueuse, insultante. Les soldats anglais la reconnaissent maintenant. Certains la sifflent ironiquement entre eux. Horace perfectionne son art. Il attend qu'Henri soit bien visible. Alors il souffle plus fort, plus longtemps. La mélodie porte jusqu'au quartier général. Impossible de l'ignorer. C'est un petit crime quotidien, une piqûre d'épingle constante dans l'orgueil du roi. Henri note aussi le nom d'Horace. Le trompette aura son châtiment. Une mort publique, spectaculaire, douloureuse. Pour montrer ce qui arrive à ceux qui osent moquer le roi d'Angleterre. Ces insultes renforcent paradoxalement la détermination d'Henri. Il prendra cette ville. Il brisera cette garnison insolente. Il pendra leur chef et laissera leur corps pourrir comme avertissement. Personne ne se moque d'Henri V impunément.
Mars 1422. Le siège dure depuis 5 mois. À l'intérieur de Meaux, la situation devient désespérée. Les réserves de nourriture touchent le fond. On mange les chevaux, puis les chiens, puis les rats. Les soldats maigrisent. Les bourgeois dépérissent. Les enfants ont le ventre gonflé par la malnutrition. Le dauphin Charles observe depuis le sud. Il ne peut pas laisser Meaux tomber sans réagir. La chute de cette forteresse ouvrirait Paris aux Anglais. Toutes ces autres garnisons dans le nord perdraient espoir. Il doit agir. Mais Charles manque de courage. Au lieu d'envoyer une armée massive qui pourrait affronter Henri en bataille rangée ou forcer la levée du siège, il opte pour une solution timide. Il envoie Guy de Nesle, seigneur d'Aufémont, avec une poignée d'hommes pour se glisser dans Meaux et renforcer la garnison. Le plan est absurde. Les chroniques parlent de 100 hommes. Certaines sources disent 40. Quelle différence 40 ou 100 hommes peuvent-ils faire? La garnison compte déjà 1000 soldats. L'armée anglaise en compte 20 000. C'est comme verser un verre d'eau dans un incendie. Mais Aufémont est brave. Il accepte cette mission suicidaire. Le 9 mars 1422, dans l'obscurité totale de la nuit, il conduit ses hommes à travers les lignes anglaises. Ils rampent dans la boue, retiennent leur souffle, contournent les sentinelles. Miracle, ils atteignent le point convenu sous les remparts sans être détectés. La garnison a préparé des échelles. Les défenseurs les laissent descendre par-dessus le fossé jusqu'à une planche posée en travers. Aufémont commence à grimper. Devant lui, un soldat porte une caisse de harengs salés, de la nourriture précieuse pour la garnison affamée. Soudain, la caisse glisse. Le soldat essaie de la rattraper, la manque. La caisse tombe, percute Aufémont en pleine poitrine. Le choc le déséquilibre. Il bascule en arrière et chute dans le fossé. Aufémont porte une armure de plate complète. 50 kilos de métal. Il coule comme une pierre. L'eau noire du fossé se referme sur lui. Il s'agrippe désespérément à 2 lances que ses compagnons lui tendent. Il tire de toute leur force. Impossible. L'armure l'alourdit trop. Ses éclaboussements frénétiques réveillent les sentinelles anglaises. Des cris d'alarme retentissent. Des torches s'allument. Les Anglais accourent. Les compagnons d'Aufémont s'enfuient dans l'obscurité, abandonnant leur chef. On tire Aufémont du fossé, trempé, humilié, vaincu. Les Anglais l'amènent devant Henri V. Le roi sourit. Il tient maintenant un otage précieux. Le seigneur d'Aufémont vaut son pesant d'or en rançon. Mieux encore, il peut servir de levier pour faire tomber d'autres villes. À l'intérieur de Meaux, le moral s'effondre. Leur dernier espoir de secours vient de s'évanouir. Le dauphin ne viendra pas. Personne ne viendra. Ils sont seuls. La faim creuse les ventres. Les bourgeois de la vieille ville regardent leurs enfants dépérir. Ils ont tenu pendant 5 mois. 5 mois de bombardement, de privation, de terreur. Mais ils ne peuvent plus. Leurs réserves sont vides, leurs forces épuisées. Les notables se réunissent secrètement. Ils discutent à voix basse, loin des oreilles de la garnison. La situation est sans issue. Le dauphin les a abandonnés. La garnison les condamne à mourir de faim. Henri V attend patiemment qu'ils crèvent. Une décision difficile se prend. Il faut négocier, il faut ouvrir les portes, il faut sauver ce qui peut l'être. Les femmes, les enfants, les vieillards d'abord. Ensuite on verra. Mars 1422. Après 6 mois de siège, les bourgeois de la vieille ville envoient des émissaires à Henri V. Ils offrent de se rendre, à certaines conditions. Ils veulent garantir la vie des civils. Ils veulent garder une partie de leurs biens. Ils veulent éviter le pillage. Henri accepte de négocier. Mais ces termes sont durs, très durs. Les civils auront la vie sauve, oui, mais ils devront remettre tous leurs objets de valeur. Tout l'or, tout l'argent, tous les bijoux. Les maisons seront fouillées. Ceux qui cachent quelque chose seront pendus. Les bourgeois n'ont pas le choix. Ils acceptent. Le 10 mars 1422, les portes de la vieille ville s'ouvrent. Les soldats anglais entrent en masse. Ils déferlent dans les rues, enfoncent les portes, fouillent les maisons. Ils prennent tout, les coffres, les tapisseries, les couverts en argent. Un chroniqueur note, par ces confiscations, le roi extorqua et amassa de grosses sommes d'argent. Beaucoup de bourgeois perdent tout. Des familles riches depuis des générations se retrouvent ruinées en une journée. Mais au moins, ils vivent. Leurs enfants ne mourront pas de faim. C'est déjà ça. La garnison, voyant la vieille ville tomber, se replie dans le marché. Les soldats traversent le pont de pierre en courant, traînant leurs blessés, portant leurs armes. Ils ferment les portes derrière eux. Le pont est barricadé, piégé. Les Anglais devront payer le prix fort pour chaque mètre. Le marché devient la dernière forteresse. Un hulot de résistance dans un océan d'ennemis. 1000 hommes enfermés dans une citadelle minuscule, entourés par l'eau et 20 000 Anglais. Ils n'ont aucune chance, mais ils refusent de se rendre. Henri concentre maintenant toute sa puissance de feu sur le marché. Les canons pilonnent sans relâche.
Les bombardes massives fracassent les murs. Les culverines ciblent les tours. Les serpentines balayent les remparts de mitraille. Warwick, le meilleur capitaine d'Henry, trouve une solution ingénieuse pour les défenses les plus proches de l'eau. Il fait construire une truie, un abri mobile en cuir monté sur roue. Les soldats la poussent jusqu'au bord du fossé. Protégés par le toit de cuir, ils creusent, sapent, attaquent les fondations. La truie permet de capturer un ouvrage avancé, une tour isolée qui protège un angle des murs. Warwick y installe immédiatement une batterie d'artillerie. Maintenant, ses canons tirent à bout portant sur les défenses. Les boulets traversent les murs de pierre comme du beurre. Hungerford, un autre capitaine, utilise des ponts en bois pour amener des canons encore plus près. Il les fait flotter sur des radeaux, puis les tire sur des planches jusqu'au pied des murailles. Le bombardement devient assourdissant. Les défenseurs n'ont plus une seconde de répit. Des sapeurs débarquent sur l'île et commencent à creuser une mine. Ils travaillent sous terre, creusant un tunnel vers les fondations d'une tour majeure. Le sol tremble sous les pieds des défenseurs. Ils savent ce que ça signifie. Bientôt, leur tour s'effondrera. À Pâques, Henri accorde une trêve. Un jour de repos pour célébrer la fête religieuse. Les canons se taisent. Le silence semble étrange, presque inquiétant. Les soldats des deux camps prient, chacun demandant à Dieu la victoire. Le lendemain, Henri lance un assaut général. Des milliers de soldats anglais se précipitent vers les murs. Des échelles claquent contre les remparts. Les hommes grimpent, tombent, remontent. Les défenseurs versent de l'huile bouillante, lancent des pierres, tirent des flèches. L'assaut échoue. Trop de pertes. Henri ordonne le repli. Mais les défenseurs comprennent. Ils ne pourront pas repousser un deuxième assaut. Ou un troisième. Leur force diminue. Leurs munitions s'épuisent. Le temps joue contre eux. Puis Henri dévoile son arme secrète. Une tour de siège flottante. Un monstre de bois et de métal construit sur deux énormes barges ancrées côte à côte. La tour s'élève plus haut que les murs du marché. Au sommet, une plateforme pour les archers et les arbalétriers. Un pont-levis peut s'abaisser directement sur le sommet des remparts. Les défenseurs voient cette chose approcher, portée par le courant de la Marne. C'est un cauchemar fait bois. Si cette tour atteint les murs, c'est fini. Les Anglais pourront déverser des centaines de soldats directement sur les remparts. Aucune défense ne tiendra. Le moral s'effondre. Les soldats murmurent. Les officiers discutent à voix basse. Même le bâtard de Vorus sent la situation lui échapper. Les hommes ne veulent plus mourir pour une cause perdue. Fin avril, une délégation de la garnison demande à négocier. Le bâtard de Vorus et les autres chefs sont exclus. Les soldats ordinaires les ont abandonnés. Ils veulent vivre, ils en ont assez. Les négociations durent plusieurs jours. Henri pose ses conditions. Dures, impitoyables. La garnison ordinaire aura la vie sauve. Mais certains hommes n'auront aucune pitié. Une liste de 12 noms. Le bâtard de Varus, son cousin Denis, le bailli Louis Gast, l'avocat Jean de Rouvre, le trompette Horace, d'autres encore. Ces hommes sont accusés de crimes de guerre, terrorisme, torture, meurtre de prisonniers, insultes à la majesté royale. Ils seront jugés et exécutés. Les autres vivront, mais comme prisonniers. La garnison accepte. Les soldats ordinaires abandonnent leur chef sans hésitation. Chacun pour soi, la survie avant l'honneur. Le 10 mai 1422, après 7 mois de siège, le marché capitule. Les portes s'ouvrent. Les soldats anglais entrent. Ils désarment la garnison, séparant les condamnés des autres. Environ 150 soldats de la garnison sont embarqués sur des bateaux pour l'Angleterre. Ils finiront dans des châteaux reculés du pays de Galles, réduits en servitude. Henri V a attendu 7 mois pour ce moment. 7 mois dans la boue, le froid, la maladie. 7 mois à entendre l'âne braire, le trompette se moquer. 7 mois à voir ces hommes mourir. Maintenant vient l'heure de la vengeance. Le 10 mai au matin, on amène le bâtard de Vorus et son cousin Denis devant le roi. Ils ne baissent pas les yeux. Ils ont vécu par l'épée, ils mourront par l'épée. Ils n'attendent aucune pitié, n'en demandent aucune. Henri prononce le jugement. Coupable de crimes contre l'humanité, de torture, d'exécution illégale, de terrorisme. La sentence est la mort. Mais pas une mort rapide, une mort exemplaire. Une mort qui marquera les mémoires. On tranche d'abord leur main droite. La main qui a serré la corde autour du cou de 80 hommes. La main qui a ordonné tant d'horreurs. Le sang gicle. Les 2 hommes serrent les dents. Pas un cri, pas une plainte. Puis on les attache à des claies, des sortes de traîneaux en bois. Des chevaux les traînent à travers les ruines de Meaux. Les pavés déchirent leur dos. La foule s'est rassemblée. Affamée et en colère, après 7 mois de siège, elle crache sur les condamnés, leur jette des ordures, les insulte. Le cortège arrive à l'arbre de Vorus, le grand orme où 80 cadavres se sont balancés. Certains corps pendent encore là, momifiés par le temps.
L'arbre de mort attend ses dernières victimes. On décapite le bâtard au pied de son propre arbre. Sa tête roule dans la poussière. On la plante sur une lance enfoncée dans le sol à côté de l'orme. Son corps décapité est tissé dans les branches et pendu là. On jette son étendard par-dessus le cadavre. C'est le symbole héraldique ultime du mépris. Le banner est déshonoré. Denis de Vorus subit le même sort. Décapité puis pendu à l'arbre de son cousin. 2 cadavres de plus aux branches surchargées. Le bailli Louis Gast et l'avocat Jean de Rouvre sont exécutés également, pendus sans cérémonie. Leur crime reste flou dans les chroniques, mais leur association avec Vorus leur coûte la vie. Le trompette Horace reçoit un traitement spécial. Henri ordonne qu'on l'emmène à Paris. L'exécution sera publique, spectaculaire, douloureuse. Pour avoir osé se moquer du roi pendant 7 mois, Horace paiera un prix terrible. Les chroniques ne donnent pas les détails, mais les exécutions publiques parisiennes sont réputées pour leur cruauté raffinée. Les autres condamnés sont pendus au même arbre. 12 hommes en tout. 12 cadavres qui se balancent au vent. Le message est clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient Henri V. Voilà le prix de la résistance. La chute de Meaux déclenche une réaction en chaîne catastrophique pour le dauphin. En quelques semaines, toute sa position dans le nord de la France s'effondre. C'était la plus grande garnison dauphiniste de la région. Sa perte brise le moral de toutes les autres. Avec les Anglais contrôlant maintenant tous les passages majeurs de la Seine et de la Marne, les garnisons du nord sont coupées du sud. L'aide ne peut plus arriver que par mer, via les petits ports de Le Crotoy et Saint-Valery. C'est insuffisant. Compiègne tombe en premier. Son capitaine, Guillaume de Gamache, voit l'écriture sur le mur. Sa garnison diminue chaque jour. Ses réserves touchent le fond. Henri lui envoie un message brutal. « Rends-toi ou ton frère, l'abbé de Saint-Pharon, prisonnier à Paris, sera noyé dans la Seine. » Guillaume n'hésite pas. Il aime son frère plus que le dauphin. Le 16 mai, 6 jours seulement après la chute de Meaux, Compiègne capitule. Sans combat, sans siège. Juste un accord. Si le dauphin n'apparaît pas en personne avec une armée avant le 18 juin, la ville se rendra. Le 18 juin arrive. Pas de dauphin, pas d'armée. Compiègne ouvre ses portes. Les Anglais entrent sans tirer une flèche. Le seigneur d'Ophémont, toujours prisonnier, négocie sa liberté. Henri lui propose un marché. Ta vie contre tes châteaux. Ophémont accepte. Il livre Ophémont, Crépy-en-Valois, Pierrefonds, toutes ces forteresses du Valois. Le parjure lui pèse, mais moins que la corde. D'autres capitaines suivent son exemple. Montaigu se rend. Gamaches capitule. Certains démantèlent leurs propres places fortes et les abandonnent plutôt que de les défendre. La chaîne de forteresses dauphinistes, qui s'étendait de la Manche à la Champagne, se désintègre en quelques semaines. Fin juin, le comte de Warwick assiège Saint-Valery. Une flotte de navires réquisitionnés coupe la ville de la mer. Le bombardement dure quelques jours. La garnison se rend. Le 7 juillet, Warwick prend le Crotoy. En 6 mois, le dauphin a perdu tout le nord de la France. À la cour du dauphin, dans la Loire, le moral touche le fond. Le chroniqueur Alain Chartier écrit dans le quadrilogue invectif « Maintenant, en cette année 1422, j'ai vu le roi d'Angleterre, cet ancien ennemi de ce royaume, se glorifier de notre honte et humiliation, se gorger de nos dépouilles. Paris respire enfin. Les routes s'ouvrent, le blé arrive, le vin coule de nouveau. La ville célèbre la victoire anglaise. Peu importe que ce soit un conquérant étranger, au moins, on mange. Au moins, la terreur de Meaux est finie. Mais Henri V ne peut pas profiter de son triomphe. Le siège l'a détruit. 7 mois dans des conditions effroyables ont brisé sa santé. Il a contracté la dysenterie à Meaux. Cette maladie intestinale terrible le ronge de l'intérieur. Les semaines suivant la victoire, Henri mène encore campagne. Il assiège d'autres villes, force d'autres capitulations. Mais il s'affaiblit chaque jour. Son visage se creuse. Ses yeux se cernent. Il maigrit à vue d'œil. En août, alors qu'il se rend à Cosne-sur-Loire, il ne peut plus chevaucher. La douleur est trop forte. Les crampes intestinales le plient en deux. On le porte sur une litière. Il arrive à Vincennes le 10 août, épuisé, fiévreux. Son frère, le duc de Bedford, refuse de voir la gravité de la situation. Il fait sortir Henri de son lit. Une nouvelle campagne s'organise contre la Charité-sur-Loire. Bedford veut attaquer Philippe le Bon. Il a besoin d'Henri. Sa présence inspire les troupes. On traîne le roi jusqu'à Melun. Il ne peut pas aller plus loin. Trop faible, trop malade. On le ramène à Vincennes. Il s'effondre dans son lit. Les médecins se succèdent à son chevet. Ils ne peuvent rien faire. La dysenterie médiévale n'a pas de remède. Henri délire par moments. Il parle de Meaux, de l'arbre du bâtard pendu. Il revoit les 7 mois d'enfer, la boue, le froid, les morts. Puis il retrouve sa lucidité. Il dicte son testament. Il donne des ordres pour le royaume. Jusqu'au bout, il gouverne. Le 31 août 1422,
Henri V d'Angleterre meurt au château de Vincennes. Il a 35 ans, il a régné 9 ans, il a conquis la moitié de la France mais n'a jamais porté la couronne française. Charles VI, son beau-père, mourra 2 mois plus tard. Henri manque son rêve de si peu. Les médecins parlent de dysenterie. Les Français préfèrent parler de la maladie de Saint-Fiacre. Saint-Fiacre guérissait les maladies de l'anus. Pendant des siècles, les historiens français aimeront croire qu'Henri V est mort d'hémorroïdes et de fistules anales. Une mort moins glorieuse, plus honteuse, plus douloureuse. Une petite revanche. Le cadavre d'Henri pose problème. Il doit être transporté en Angleterre pour être enterré à Westminster. Mais le voyage prendra des semaines. L'été, la chaleur, le corps va pourrir en route. La solution est brutale mais efficace. En l'absence d'embaumeurs compétents, on découpe Henri V en morceaux. On fait bouillir ces morceaux dans de grandes cuves pour détacher la chair des os. L'odeur est abominable. Les bouchers chirurgiens qui font ce travail vomissent régulièrement. Les restes sont placés dans un cercueil en plomb. Sur un chariot, on pose une effigie en cuir de Henri habillée de tous les ornements royaux, couronne, sceptre, épée. L'effigie ressemble au roi vivant. Le cercueil de plomb contenant les os bouillis est caché dessous. 4 chevaux tirent le char funéraire. Chacun porte un collier armorié. Le premier, les armes d'Angleterre. Le deuxième, Angleterre et France. Le troisième, France seule. Le quatrième, les armes du légendaire roi Arthur. Le symbolisme est clair. Henri était l'héritier d'Arthur, le conquérant, le roi des 2 royaumes. Le cortège s'arrête à Saint-Denis. Le service funèbre emplit la basilique. Les chants résonnent sous les voûtes. On proclame « Dieu accorde bonne vie à Henri par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre, notre souverain et seigneur. » Même mort, même découpé et bouilli, on lui donne ses titres. Roi de France, même si Charles VI vit encore. Même si Henri n'a jamais été couronné à Reims, la prétention survit à la mort. Le voyage continue. Le cortège traverse la Normandie, atteint Calais, embarque pour l'Angleterre. Le 7 novembre 1422, Henri V est enterré à Westminster. Son fils, Henri VI, a 9 mois. Ce bébé hérite de 2 royaumes en guerre, d'un empire trop vaste pour être tenu, d'une ambition impossible. Meaux laisse des cicatrices profondes. La ville est détruite. 7 mois de bombardement ont réduit des quartiers entiers en gravats. Les habitants survivants ont tout perdu. La famine et les maladies ont tué des centaines de civils. Les champs alentours sont brûlés, les villages déserts. Mais c'est la brutalité qui marque vraiment les mémoires. L'exécution du bâtard de Vorus devient légendaire. 27 chroniques, au moins, racontent le siège. 15 mentionnent Vorus. Chacune donne sa version, son interprétation. Les Anglais défendent Henri. Vorus était un criminel. Un terroriste. Il a pendu 80 innocents. Il méritait la mort. Henri a rendu la justice. Les Français voient différemment. Vorus défendait sa ville. Il utilisait les méthodes brutales de la guerre, certes, mais Henri n'était pas moins cruel. Traîner un homme mutilé dans les rues, le décapiter, pendre son cadavre, c'était de la barbarie. Les historiens modernes débattent toujours. L'histoire de la femme enceinte dévorée par les loups est-elle vraie? Ou une rumeur créée pour justifier l'exécution? Les recherches récentes suggèrent que le récit est pétri de stéréotypes culturels façonnés par la propagande. La vérité se perd entre les extrêmes. Vorus était probablement cruel. La guerre médiévale produisait des hommes brutaux, mais ces crimes ont été exagérés après sa mort. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Henri avait besoin d'un monstre pour justifier sa propre cruauté. Le siège de Meaux montre aussi les limites de la stratégie anglaise. 7 mois pour une seule ville, des milliers d'hommes perdus, un roi mort de maladie. Henri lui-même l'avait admis vers la fin. La guerre est un long processus, dangereux, risqué et très difficile, surtout entre parties bien assorties. La mort d'Henri change tout. Son frère Bedford devient régent pour le bébé Henri VI. Mais un bébé ne peut pas mener une armée. Un régent n'a pas le prestige d'un roi. La conquête anglaise perd son élan. Le dauphin Charles se ressaisit. Il rassemble ses forces. Il attend. En 1429, une jeune paysanne nommée Jeanne d'Arc vient le trouver. Elle dit que Dieu l'envoie pour chasser les Anglais. Et contre toute attente, la reconquête commence. En 1453, la guerre de 100 ans se termine. Les Anglais ont tout perdu sauf Calais. L'empire d'Henri V s'est évaporé. Son fils Henri VI, devenu fou comme son grand-père Charles VI, perd même la couronne d'Angleterre dans la guerre civile des 2 Roses. Le rêve d'Henri meurt avec lui dans ce château de Vincennes. Tout ce sang versé, toutes ces vies gâchées, pour rien. Meaux est repris par les Français en 1439. Les cadavres à l'arbre de Vorus sont descendus et enterrés. La vie reprend.
Le siège de Meaux résume toute l'absurdité de la guerre de 100 ans. 2 nations s'entretuant pendant plus d'un siècle. Des milliers de villages brûlés, des centaines de milliers de morts. Pourquoi? Pour des prétentions dynastiques, pour l'orgueil de roi mort depuis longtemps. Henri V voulait être roi de France. Il a conquis la moitié du royaume. Il a gagné la bataille d'Azincourt. Il a pris Paris. Il a forcé le traité de Troyes. Et puis il est mort dans la merde et le sang d'une maladie intestinale à 35 ans, sans jamais porter la couronne française. Son fils a tout perdu. Son petit-fils a été tué dans une guerre civile. Sa dynastie s'est éteinte dans le sang. L'Empire a duré moins d'une génération. Tout ça pour rien. Le bâtard de Vorus voulait tenir Meaux. Il a terrorisé la région pendant 4 ans. Il a pendu 80 hommes. Il a défié le roi d'Angleterre. Et puis il a été décapité et pendu à son propre arbre. Sa tête sur une pique, son corps pourrissant dans le vent. Tout ça pour rien. Les bourgeois de Meaux voulaient survivre. Ils ont enduré 7 mois de siège. La faim, le froid, les bombardements. Ils ont tout perdu. Leurs maisons détruites, leurs biens confisqués, leurs enfants affamés. Tout ça pour rien. La guerre ne produit que des perdants. Les vainqueurs perdent aussi, juste plus lentement. Henri a gagné Meaux, mais y a laissé sa santé et sa vie. Les Anglais ont conquis la France, mais l'ont reperdu en 30 ans. Les Français ont résisté, mais leur royaume est devenu un désert. Meaux, en 1422, illustre cette vérité brutale. Un siège de 7 mois, des milliers de morts, une ville détruite. Pourquoi? Pour que tout revienne comme avant 20 ans plus tard. Les Français reprennent Meaux, les Anglais repartent. Le cycle recommence. Les années suivantes, Meaux voit la guerre continuer son cours implacable. Bedford, le régent, maintient la conquête pendant quelques années. Mais sans Henri, sans son génie militaire et sa volonté de faire, l'entreprise s'essouffle. Les Français reprennent confiance. Le dauphin Charles, ce prince faible et indécis, trouve enfin du courage. Ou plutôt Jeanne d'Arc le trouve. En 1429, cette bergère de Lorraine arrive à Chinon. Elle dit avoir des visions. Dieu lui ordonne de chasser les Anglais et de couronner Charles à Reims. Tout le monde la croit folle, mais elle fait lever le siège d'Orléans. Elle mène l'armée française à la victoire. Elle conduit Charles à Reims, où il est enfin couronné Charles VII, roi légitime de France. Le traité de Troyes devient lettre morte. Jeanne est capturée en 1430. Les Bourguignons la vendent aux Anglais. Bedford la fait juger pour hérésie et sorcellerie. Elle est brûlée vive à Rouen en 1431. Elle a 19 ans, mais son œuvre survit. Elle a brisé le mythe de l'invincibilité anglaise. La reconquête française s'accélère. Ville après ville tombe. Les Anglais reculent. En 1435, le duc de Bourgogne abandonne son alliance avec l'Angleterre et se réconcilie avec Charles VII. C'est le coup fatal. Sans les Bourguignons, les Anglais ne peuvent plus tenir. Paris est reprise en 1436. Meaux retombe en mains françaises en 1439. La Normandie est reconquise en 1450. La Guyenne en 1453. En juillet 1453, la bataille de Castillon marque la fin de la guerre de 100 ans. Les Anglais ont tout perdu sauf Calais, qu'ils garderont jusqu'en 1558. Henri VI, le fils d'Henri V, sombre dans la folie. Il hérite de la maladie mentale de son grand-père Charles VI. Il passe des mois dans un état catatonique, incapable de parler ou de reconnaître quiconque. Sa femme Marguerite d'Anjou gouverne à sa place, mais son autorité est contestée. La guerre des 2 roses éclate en Angleterre. Lancastriens contre Yorkistes, 30 ans de guerre civile. Des batailles d'une brutalité inouïe, des massacres de prisonniers, des exécutions de nobles par dizaines. Henri VI est déposé, restauré, déposé encore, puis assassiné dans la Tour de Londres en 1471. La dynastie des Lancastres s'éteint dans le sang. Les Yorkistes prennent le pouvoir. Puis les Tudors. L'Angleterre met un siècle à se remettre des guerres de succession déclenchées indirectement par l'ambition d'Henri V. La France aussi met longtemps à guérir. La guerre a ravagé le royaume. Des régions entières sont dépeuplées. Les loups reviennent dans des villages abandonnés. Les routes sont infestées de brigands, d'anciens soldats devenus bandits. Il faudra 2 générations pour reconstruire. Mais la France survit. Elle reste unie. Elle reste française. Le rêve impérial d'Henri V s'est évanoui. La France n'a jamais été anglaise. Elle ne le sera jamais. Aujourd'hui, Meaux est une ville tranquille de Seine-et-Marne. 50 000 habitants, des maisons modernes, des supermarchés, des voitures. Rien ne rappelle le carnage de 1422. L'arbre de Vorus n'existe plus depuis longtemps. Les murs médiévaux ont été démolis. Le pont de pierre a été reconstruit plusieurs fois.
La Marne coule toujours, indifférente à l'histoire. Mais dans les archives, dans les chroniques poussiéreuses, dans les manuscrits enluminés, le siège de Meaux survit. Les historiens le lisent, l'analysent, le débattent. Était-ce justice ou barbarie? Henri V était-il un grand roi ou un tyran? Vorus était-il un monstre ou un héros? Les réponses dépendent de qui raconte l'histoire. Les Anglais voient un roi héroïque mourant pour son rêve. Les Français voient un conquérant barbare vaincu par la dysenterie. Les deux ont raison, les deux ont tort. La vérité du siège de Meaux est simple et terrible. Des hommes sont morts, des milliers d'hommes, pour l'ambition d'un roi, pour la résistance d'une garnison, pour rien au final. Henri V est mort à 35 ans, son rêve inachevé. Le bâtard de Vorus est mort décapité pendu à son arbre. Les bourgeois de Meaux ont tout perdu. Les soldats des deux camps ont crevé dans la boue. Et pourquoi? Pour que tout recommence. Pour que d'autres guerres suivent. Pour que d'autres rois rêvent de gloire. Pour que d'autres soldats meurent dans d'autres tranchées. Le cycle ne s'arrête jamais. Meaux, en 1422, n'était qu'un épisode dans une guerre interminable. Un siège parmi des centaines. Une atrocité parmi des milliers. Mais il résume tout. La cruauté. L'absurdité. Le gaspillage effroyable de vies humaines. 7 mois de siège. 80 bourgeois pendus. Une garnison décapitée. Un roi mourant de dysenterie. Une ville en ruine. Un royaume dévasté. C'est ça, la guerre. C'est ça, l'histoire. Et l'arbre de Vorus se balance toujours dans les cauchemars, ses branches alourdies de cadavres, son ombre s'étendant sur des siècles de sang.